Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Break Room. Avec vous ce soir comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... Basile, salut à tous. Alors Basile, comment ça va depuis ? Bah écoute, ça va très très bien, très chaud là pour entamer ce nouvel épisode de Betamax Break Room avec toi. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, on n'a pas fait l'épisode le mois dernier, et il s'est passé pas mal de choses, hein. Les Oscars en Amérique, pas mal de films qui sont passés à l'écran, hein, qui sont assez splendides, vraiment intéressants. Comme le Robocop. Ouais, enfin j'ai dit intéressant. Hein. Donc on enchaîne. Bah, justement, Basile, on a vu pas mal de films de science-fiction au cinéma, notamment, bien sûr, Gravity. Voilà, c'est un peu comme si la science-fiction était un peu remise à l'honneur. C'est pas la première fois que la science-fiction ressort un peu de ses cendres, hein. Il y a eu pas mal de phases quand même, point de vue cinématographique. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais il y a bien sûr au cinéma plusieurs types de science-fiction qui ont marqué l'époque. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai que, on aura l'occasion de développer ce point-là, mais c'est vrai que le terme science-fiction a souvent été utilisé à tort, et je pense qu'on aura l'occasion, voilà, de définir plus exactement ce qui se cache derrière ce terme de science-fiction. Bah justement, on va analyser deux films ce soir. On va parler en tout premier, Basile, de Moon, de 2009, réalisé par Duncan Jones. Et puis après, en deuxième film, nous allons parler de Dune, de 1984, réalisé par David Lynch. Alors Moon, film réalisé par Duncan Jones avec Sam Rockwell, surtout, avant tout, et quasiment le seul acteur dans le film. Hein. On ne voit presque que lui. Avec en voix off Kevin Spacey, qui l'accompagnera dans cette histoire psychodramatique science-fiction. Avant de parler du type d'écriture ou le scénario, l'acteur Sam Rockwell, Basile, bon, c'est quelqu'un qui a joué sa part des méchants au cinéma. Pour ma part, moi je le connaissais pas. Alors ouais, Basile, justement, un film assez intéressant et qui va travailler plus en fait la psychologie d'un personnage. Et au cinéma, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film comme ça de science-fiction. Je dis pas qu'il y en a pas, mais on est quand même envahi de films qui nous racontent l'histoire souvent de bêtes ou d'extraterrestres étrangement constitués qui infestent la planète Terre, qui cherchent en fait donc à détruire massivement l'être humain, l'éradiquer même de la planète Terre. Hein. À part voilà, bien sûr quelques perles spécifiques, hein, comme Sunshine de Danny Boyle. Et pourtant, dans ce film, hein, Sunshine, avec son message un peu ethos de sauvons la planète Terre, avec sa très jolie, mais moi je trouve un peu trop hyped up direction artistique, cela finit quand même dans un film de monstre à la fin, où l'être humain se retrouve quand même confronté à quelque chose qui est pourtant peut-être humain, mais qui est dans l'espace. Donc on est vraiment un peu dans ce classique, un peu ce huis clos SF avec le monster. On est très loin d'un alien, hein, mais on retrouve quand même les mêmes traces. Donc là, justement, dans Moon, c'est intéressant de ne pas retrouver ce système-là, en fait, cette écriture-là, au scénario. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit. Là, contrairement à un film où il est nécessaire d'avoir un élément extérieur pour compliquer les choses, pour amener du drame dans l'histoire, là, tout se passe depuis l'intérieur, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le film, mais on va avoir l'occasion. C'est toujours intéressant, voilà, de développer un peu la psychologie humaine, mais dans une atmosphère, un univers de science-fiction. Ça permet de créer d'autres possibilités, d'autres interactions avec des personnalités, comme là on va le voir un peu plus tard en parlant du scénario, mais des gens qui ne sont pas des êtres humains en fait, donc des intelligences artificielles qui ont toujours un comportement très différent. Alors en parlant d'intelligence artificielle, bien sûr, on rebondira un peu plus tard, hein, sur un autre film de science-fiction avec un peu je dirais le roi des antagonistes des intelligences artificielles dans 2001. On rebondira un peu plus tard dessus. Évidemment, on y reviendra. Alors Basile, justement sur ce film, le type d'écriture, parce que là on en parle justement, que ce film est très différent des autres. Alors pour décrire un petit peu, moi je trouve que l'histoire de Moon, pour faire simple, c'est une histoire d'un astronaute qui commence à se détériorer mentalement
sur ses 3 ans de passage solo sur un site minier lunaire. Et pourtant, sa mission arrive quasiment à sa fin. Et c'est là où c'est un peu un retour à une sorte de race antérieure de science-fiction, que je dirais c'est la technosceptique, un peu l'isolation spatiale. Comme je disais, c'est l'espace psychodrame. Alors quand je dis l'espace, c'est un peu l'espace spatial, hein. C'est le space psychodrame. Une autre forme d'écriture, hein, du space opéra, où là on va se concentrer plus sur l'évolution d'un être humain qui court un peu vers la folie ou qui voit justement des modifications de son corps. Tout ça dans une atmosphère de SF où justement on peut pas anticiper les changements, on ne les connaît pas, tout est nouveau. Alors je t'invite justement à définir un petit peu plus ce qu'est le cinéma de science-fiction, qui est un terme souvent galvaudé. Bah justement, on va sauter dessus, Basile, hein, comme tu me proposes. Alors la science-fiction, qu'est-ce que c'est ? Alors avant tout, c'est un genre narratif qui est structuré en fait sur des hypothèses qui pourraient être le futur, qui ont l'air d'avoir un support réalisme mais qui ne le sont pas du tout, qui sont basés sur des sujets, des choses qui sont fantastiques. C'est un genre au cinéma qui a une très grande vie, une très belle évolution. C'est un genre qui a aussi poussé énormément le cinéma sur les effets spéciaux. Et c'est aussi, à ce qu'on dit, hein, à Hollywood, c'est un peu le genre qui intimide toujours les producteurs. Parce que les films de science-fiction, ça va toujours être des budgets un peu plus colossaux. Pourquoi ? Bah justement parce que c'est basé sur des choses qui sont inexistantes. Donc, ce qui demande toujours beaucoup plus de création pour la production. Tout à fait. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur ce point-là par rapport à Moon, qui est un exemple très intéressant à bien des niveaux. Et je fais une petite parenthèse pour dire que c'est marrant de voir que en France, là je parle plus du cinéma américain, mais spécifiquement du cinéma français. Comme tu le sais, la plupart du temps, en France, on a toujours été très frileux sur le cinéma de genre. Et justement, la science-fiction, c'est un des genres on a vu le moins de films, franchement, en France. Il y en a. Il y a des exemples marquants de films. Truffaut, par exemple, avec Fahrenheit. Bref, il y en a, mais c'est vrai que on a été souvent très frileux là-dessus, alors que voilà, le cinéma américain a évidemment produit beaucoup de films de science-fiction. Bah justement, après, en voyant un peu les origines du cinéma de SF, on peut marquer des points clés, des moments très très importants sur le changement de son écriture, parce que bien sûr, au début, la SF, dans les années 30-40, ça reste bien sûr à l'époque des films en noir et blanc, énormément de films d'envahisseurs. On est basé en fait sur la peur. Bon, tout ça avait bien sûr une raison d'être écrit, car la condition politique à l'époque en Amérique était basée un peu sur la guerre froide, l'envahisseur un peu extraterrestre, l'envahisseur qui veut prendre la terre des êtres humains. Donc il y a eu tous ces scénarios comme ça. Ça revient aussi à la guerre froide avec tout ce qui est les espions. Donc tous ces films où les extraterrestres en fait se cachent parmi les êtres humains. On peut parler bien sûr de l'invasion des profanateurs. De Spectre. La domination de l'extraterrestre comme la guerre des mondes. Mais dans le cinéma moderne, donc je parle bien sûr à partir des années 70 où il y a eu un mouvement massif du changement à l'écriture, surtout ici dans la science-fiction, c'est là où on peut voir que la forme d'écriture s'épanouit pendant un certain temps après que Stanley Kubrick a démontré ses possibilités avec son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis après, cette écriture-là s'est complètement éclipsée quelques années plus tard, hein, bien sûr, après le film. Et puis il y a eu, après, en 77, il y a eu Star Wars, qui a justement joué un énorme rôle dans l'écriture science-fiction, qui a même inauguré une ère de cow-boy dans l'espace. On est dans le space western. On reprend un peu les bases du western, mais tout ça, bien sûr, dans un univers science-fiction. Et puis pourtant, bon, l'approche psychodrame avait des adhérents. Donc le psychodrame, voilà, ça on peut le voir dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ses adhérents, bien sûr, c'était Silent Running, qui était en 1971, avec Bruce Dern et 3 petits droïdes. Et très intéressant ce film, car cet homme, avec ses 3 robots, en fait, qui s'occupe de garder en vie les dernières ressources naturelles de la planète Terre dans de gigantesques dômes avec un talent incroyable sur les matte paintings. Ou aussi on peut parler du cinéma en Europe de Solaris en 72 de Andrei Tarkovsky, pas du remake de Steven Soderbergh, qui avait justement un équipage affolé sur une station spatiale qui subissait des épisodes hallucinatoires et qui réalisent lentement qu'elles sont causées par la planète qui sont en train d'orbiter. Donc voilà, on voit bien ces deux genres d'écriture qui influencent et qui jouent quand même massivement ce qui sort au cinéma, ce qui est développé dans les studios. Mais on distingue bien ces deux types de SF. Tout à fait. Et comme tu l'as très bien dit,
c'est vrai que c'est quand même vraiment ces deux films-là, 2001 Odyssée de l'espace et Star Wars, qui ont vraiment été des marqueurs dans l'histoire du cinéma. Il y a eu évidemment d'autres films de science-fiction qui ont marqué leur temps, ça c'est évident. Bah oui, on a le classique polar, le film noir science-fiction comme Blade Runner aussi, qui a beaucoup marqué, qui a créé un peu cette transition de comment on peut reprendre un style d'écriture, le polar, le film noir, et comment l'adapter dans un univers de science-fiction. Tout à fait. Des films qui ont relancé un genre. Tout à fait, ouais. Puis après, on a les années 80 qui nous donnent une nouvelle approche, une approche beaucoup plus violente de la science-fiction, avec Paul Verhoeven et par exemple Total Recall. On reprend une base de science-fiction, on prend le film d'espionnage et on le met dans un univers complètement fantastique, un film qui voyage énormément, qui bouge beaucoup et qui n'hésite pas justement à prendre la violence mélangée dans l'univers de science-fiction. Alors c'est quelque chose qui existait énormément dans les années 70, mais là justement on a le cinéma d'action, comme par exemple tu vois les scènes d'action qu'on peut voir dans Piège de cristal, qui sont dans un univers maintenant de science-fiction. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on parlait de ces deux approches différentes du cinéma de science-fiction. Je pense à Alien, notamment le premier, qui est assez singulier dans son genre parce que justement il réussit vraiment à jouer sur les deux tableaux à mon sens. Ah c'est ça, ouais. Bah le huis clos spatial. Tout à fait. D'une part il y a ce huis clos spatial claustrophobique qui vraiment nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et d'autre part, il y a aussi le côté action avec la confrontation avec cet être venu d'un autre monde. Bon, Basile, je crois que ça se voit tout de suite qu'on a une passion pour la SF, tellement qu'on commence à oublier le petit Moon. C'est vrai, voilà, on part facilement dans des digressions, un film on appelle un autre. Mais bon, voilà ce que ça nous fait de voir Moon, en fait. Ça nous rappelle un moment très précis du cinéma d'SF. Et Basile, moi je trouve que Moon, c'est un film en fait qui ne fait pas hommage, mais j'ai l'impression quand même qu'il s'inspire des codes des années 70 de la science-fiction. Complètement. Et là, je dois dire que tout de suite, on se rend compte de ça à travers l'aspect visuel du film. Même si tout est très réaliste, enfin, les décors sont pas du tout fantaisistes, bien au contraire, mais on sent quand même clairement que visuellement, ça rappelle franchement les années 70, avec ces intérieurs très blancs, ces polices de caractère très grasses, caractéristiques justement des films de science-fiction de cette époque-là. Ouais. Et sa façon de distribuer aussi les détails de l'intrigue. Comment l'intrigue est développée aussi, ça on reconnaît, quelque chose qui se faisait avant. Et comme tu dis, tous ces codes visuels et ces codes scénaristiques, c'est sûr que ça fait vraiment penser aux années 70 SF, quoi. Alors même le film qui s'ouvre en fait sur l'annonce pour Lunar Industries. Voilà, ça me fait penser un peu, à Verhoeven avec ses fausses publicités de Robocop. Tout à fait, mais oui. Avec bien sûr moins de sarcasme, ou pas de satire, là. Mais plus, en fait, une façon de nous faire croire que c'est tout à fait crédible, cette corporation, qu'elle existerait complètement. Et ça, voilà, on rebondit sans arrêt sur 2001, mais je pense que ça va être une belle référence pour ce soir. Bon, les films sont bien sûr très très différents l'un de l'autre. Je rebondis sur 2001 parce que on nous avait montré l'évolution de la technologie qui était réaliste, comme par exemple ce qu'on fait aujourd'hui sur Skype, l'appel vidéo, qui était démontré dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui était vu comme quelque chose de complètement fantastique, mais dans le film qui était démontré comme un élément de technologie complètement possible, quelque chose qui était très réaliste. Et là, c'est ce que je vois dans Moon, c'est tout ce qui est représenté autour de nous, l'histoire, de l'hélium 3, ce gaz précieux qui offre apparemment une source inépuisable d'énergie propre pour la Terre. Tout est mis en place, tout est un peu encadré pour la crédibilité du film. C'est ça, alors c'est intéressant, parce que justement, ça, c'est le côté purement science-fiction, donc le vrai côté science-fiction, si je puis dire, c'est-à-dire le côté anticipation. C'est l'invention au scénario de cette source d'énergie qu'il faut aller chercher sur la Lune. Tous les autres éléments du film sont parfaitement réalistes, c'est pas le mot, mais disons que ça pourrait très bien être quasiment documentaire. Moon est presque un film documentaire quelque part. Et c'est quasiment le seul élément, cette source d'énergie qui là sort de notre réalité en tant que spectateur. Mais tout est tellement cohérent que finalement c'est presque une surprise de temps à autre de reprendre conscience que
il est question de cette source d'énergie qui n'existe pas dans notre monde réel. Ouais, il y a beaucoup de liens avec ce que nous vivons actuellement, hein, comme Sam et son contrat. Tout à fait. Voilà, le fait d'être sous l'emprise d'une méga corporation. Hein, bon, ça aujourd'hui, voilà, certaines entreprises où l'on travaille, on ressent ce poids-là, quoi. Hein. On est la petite fourmi qui travaille dans la fourmilière pour l'entreprise, et tout ça est représenté. Voilà, il y a ce côté politique en fait qui est représenté dans le film et qui marche, qui est crédible pour nous. Donc c'est facile, nous en tant que spectateurs, de s'identifier à Sam dans le film. Mais c'est là toute la force justement du cinéma d'anticipation de manière générale, c'est qu'en extrapolant quelque chose qui existe à une échelle réduite dans notre monde, cette extrapolation justement va frapper l'imagination et va avoir vraiment une résonance très particulière. C'est vraiment ce qui fait toute l'efficacité, je trouve, de ce genre cinématographique, de ce genre d'écriture. Alors le personnage de Sam, Basile, on voit son évolution. Son arc d'évolution de personnage est vraiment intéressant. Personnage qui est quand même début un petit peu désorienté, hein. Voilà, qui avance par petits mouvements, qui fait son travail, qui est complètement isolé sur la Lune, tout seul. On sent qu'il est complètement dans une routine. Complètement, ouais. Et ça, on le sent aussi dans sa construction de sa maquette. Ah voilà, oui. c'est un peu comment il peut se rendre compte du temps. Eh ben, en construisant une maquette. Et il peut se rendre compte que vu la taille de sa maquette, vu ce qu'il y ajoute, il se rend compte qu'il passe un sacré temps sur cette station, quoi. Et ça, c'était une belle trouvaille visuelle, justement. On voit un Sam qui désespère de rentrer chez lui, où on voit en fait qu'il attend chez lui justement sa femme et sa jeune fille. Il ne peut communiquer que par message sur bande vidéo. Mais bon, au moins une bonne chose est là pour lui, c'est non seulement cette maquette, mais aussi l'interactivité qu'il peut avoir avec l'intelligence artificielle, une sorte d'émoticône inspiré complètement de HAL de 2001. Nommé Gertie. Et donc là, avec le talent audio de Kevin Spacey. Tout à fait. Alors on note à ce sujet que contrairement à 2001, l'ordinateur, l'intelligence artificielle était vraiment le support d'un questionnement métaphysique profond. Là, c'est vraiment avant tout un personnage qui va permettre d'avoir des échanges de dialogue, parce que comme il y a un seul personnage dans le film, enfin pas pendant tout le film, mais en tout cas pendant une bonne partie du film, ce personnage-là est seul, donc il était important d'avoir quelqu'un qui puisse lui donner la réplique finalement, pour faire avancer l'histoire aussi. Donc on sent bien que là le rôle de l'ordinateur n'est pas le même. Et c'est intéressant justement l'intelligence artificielle qui est très important, hein, dans le film de science-fiction, ça on en a pas trop parlé, mais c'est un personnage irréel qui est censé être la voix de la raison et qui est souvent corrompu. Parce que la raison, bien sûr, est sans émotion. Corrompu, ou alors qui est l'élément qui va empêcher le héros d'accomplir ce qui, voilà, soit c'est une situation exceptionnelle, le héros doit outrepasser les règles, et là l'ordinateur justement qui n'a pas d'humanité, justement qui ne peut pas faire d'exception, l'empêche dans ses actions. Il y a aussi ce rôle-là, hein, qui est souvent joué par l'ordinateur. Et c'est intéressant, tiens, si on en parle un petit peu des IA, donc voilà, on a parlé de HAL, hein, de 2001, qui résonne, qui peut lire sur les lèvres, qui est pas une intelligence artificielle maléfique avant tout, hein, c'est juste une intelligence artificielle qui résonne par logique. Et bien sûr, c'est là où est tout le danger, car des fois la logique ne va pas aider l'être humain. Après, on a Gertie, qu'on peut voir dans Moon, qui est plus une sorte d'intelligence artificielle psychologique, plutôt programmée pour garder l'être humain, hein, et l'aider un peu dans toutes ses émotions. C'est vrai que c'est là aussi la différence, c'est que ça on s'en rend compte plutôt vers la fin du film, parce que le héros justement est confronté à ce cas-là, c'est qu'on se rend compte que l'ordinateur est avant tout programmé pour aider le héros, même si ça peut rentrer en conflit avec la mission, avec la corporation. Justement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant dans ce film, parce que souvent c'est l'inverse. Souvent, justement, l'ordinateur est évidemment programmé pour sauvegarder les intérêts de la grosse corporation, du gouvernement, que sais-je. Ouais. Là, non. Là, c'est vraiment l'allié fidèle du héros jusqu'au bout. Il est programmé pour l'aider. Et justement, on retrouve un peu ce genre d'intelligence artificielle, bon, un peu plus robotique, mais dans La Guerre des Étoiles. C3PO et R2D2, un peu le Laurel et Hardy, hein, de la science-fiction. Et c'est vrai que dans le cas des deux droïdes, il y avait vraiment le fameux côté comic relief, comme on dit en anglais. C'était un peu un contrepoint humoristique à la trame. Très important, ouais. Très important. Pour les aficionados comme nous de science-fiction, il y a des gens qui sont en train de hurler, mais ce sont des droïdes, ce sont pas des IA. Alors moi je parle avant tout les IA parce que ces droïdes, bien sûr, c'est une IA qui est représentée physiquement.
mais elles ont avant tout une intelligence artificielle. Alors intéressant de Star Wars, pour les petits détails, c'est que C3PO parle du créateur. Dieu soit lui le créateur. Là c'est intéressant quand on parle d'IA, c'est là on voit qu'il y a des IA en fait qui sont un peu religieuses, qui croient en fait à un tout-puissant. Et alors ce qui était vraiment intéressant dans Moon justement, c'est qu'on était vraiment entre les deux. Et moi, souvent justement, je me suis demandé si le fameux Gertry allait être un C3PO ou allait être un HAL. Ouais, on se pose la question. Hein. Et on se pose la question jusqu'au bout parce que on ne sait pas quel camp il va choisir. En fait, c'est ça se résume à ça. Il va être dans le camp de la corporation ou est-ce qu'il va être dans le camp du héros? En parlant de corporation, on peut parler d'une autre intelligence artificielle, bon, un rôle un peu plus petit, mais on peut parler de Maman dans Alien. Ah oui, très important. Alors Maman, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas vraiment accès à énormément de possibilités, de commandes. C'est avant tout une voix qui indique plutôt la situation, mais qui a quand même pourtant sa propre intelligence. Et en cas de problème dans le vaisseau, là on se rend compte qu'elle fait des choix. Et c'est là bien sûr où Ripley se retrouve entre deux antagonistes, non seulement l'alien qui cherche plutôt à se nourrir de son corps, mais aussi Maman qui l'empêche de survivre, de s'échapper du vaisseau, du Nostromo. Oui, c'est ça, c'est que là la pauvre est prise vraiment entre Carib et Scylla. D'un côté le monstre et de l'autre côté un autre monstre, puisque l'ordinateur ne va pas la laisser vivre. Alors intéressant, c'est ça, c'est une entité extraterrestre, et puis l'autre qui est vraiment la création de l'être humain. Et puis c'était vraiment une petite trouvaille visuelle vraiment très sympathique d'avoir mis des petits smileys pour représenter les émotions. Alors là, avec beaucoup de guillemets, bien sûr, les émotions de l'ordinateur. Ça, c'était drôlement bien trouvé. Eh ben, c'est quelque chose qu'on utilise énormément aujourd'hui dans notre façon de communiquer en ligne sur Internet. Mais oui, c'est vrai. Ouais, donc c'est devenu quelque chose qui s'intègre énormément dans la SF et qui devient crédible. En fait, on comprend tout à fait. Moi, je vous dirais, pourquoi pas. Au lieu d'avoir un acteur, je parle point de vue dans l'univers science-fiction, mais quand on fait une IA, bien sûr, il faut lui créer une voix. Et pourquoi pas juste afficher un smiley au lieu de faire en sorte que quelqu'un doit enregistrer différentes façons des mots. Et c'est là où, encore une fois, on va sauter sur HAL, qui n'a même pas de smiley, qui a une voix monotone, et qui est juste un énorme globe, une lumière rouge oppressante. Très fort, et c'est vrai que, justement, comme tu le disais, ce globe rouge paraissait un peu refléter finalement le vide abyssal, le vide de l'espace. Ça reflétait très bien tout ce questionnement métaphysique, l'homme qui est complètement perdu dans un univers qu'il ne maîtrise absolument pas, alors qu'il se persuade qu'il a le contrôle de tout. Et là il a le reflet direct finalement la vacuité de son existence, son côté complètement dérisoire. Dérisoire, oui. Justement, comme quoi dans l'espace personne ne peut vous entendre crier. Oui, exactement. Alors justement, le scénario qui se développe, quand on en parlait, donc voilà, le personnage principal se rend compte que c'est un clone, qu'il est l'outil d'une méga corporation. C'est quelque chose aujourd'hui dans le monde que nous habitons, le 21e siècle, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose où on parle souvent de ça, l'abus des corporations, le manque de considération dans les droits humains. Et c'est un sujet qui est très vivant aujourd'hui dans la politique actuelle, dans le monde que nous vivons. Et c'est là, encore une fois, où le film fait un strike là-dessus, Et tout à fait. Et c'est là que justement ce basculement dans le scénario du film est vraiment intéressant à plusieurs égards. C'est que d'une part, là on bascule franchement dans de la science-fiction avec fiction marquée en gras. C'est que là vraiment il est question de clonage, on entre dans une dimension. Et comme tu dis, c'est vrai que là c'est vraiment le moment où le film reflète très bien les dérives de la société qui effectivement utilise ces agents économiques comme de simples pions et qui les remplace. Là dans le film, littéralement, on se fait remplacer du jour au lendemain. Et intéressant ce qu'évoque la SF. La SF a toujours un rôle important au cinéma. Certains réalisateurs qui veulent lui donner raison, conscience. On peut même voir ça dans des jeux vidéo modernes de science-fiction, mais c'est la conscience et l'âme, l'esprit humain. Est-ce que parce que c'est un clone qui est créé artificiellement, qui peut être traité justement comme un outil, un engin, et pourtant Duncan Jones nous montre bien que le personnage de Sam a un âme et une envie, qu'il a de l'humour, qu'il est humain
malgré que ça soit un clone, il est humain. Encore une fois, on se pose la question, homme ou machine, où on finit par se poser des questions de nous-mêmes, en fait, sur des sujets qui sont encore, au jour d'aujourd'hui, même pas, qui sont quasiment réalistes, mais sur le clonage. Là effectivement, là on rentre dans toute cette dimension très sensible de l'éthique qui a été bafouée tellement par le corpus scientifique depuis 2-3 siècles, peut-être on va dire ça comme ça. Et alors je reviens sur donc ce point du clonage. Ce qui est très intéressant aussi au moment où on réalise que le héros qu'on avait vu jusqu'ici est un clone, c'est que là tout d'un coup les rôles sont inversés aussi quelque part. C'est que jusqu'ici le héros humain s'opposait à l'ordinateur. Il y avait d'un côté la créature de chair et de sang douée d'émotions, et face à la machine, je vais dire la machine froide, pas si froide que ça finalement, parce que ce sera un allié fidèle, mais en tout cas, voilà, il y avait cette opposition qui était très nette et tranchée. Et à partir du moment où on réalise que c'est un clone, alors là tout est remis en question, parce que là, c'est plus un simple humain. Même si ce sera pas expliqué particulièrement dans le film, on comprend quand même que c'est l'objet, ce clone, c'est l'objet d'une création artificielle avec une mémoire qui lui est implantée. Il n'est pas né fœtus, il ne s'est pas développé pendant 30 ans. Il a été créé vraiment artificiellement. Donc là, le basculement est intéressant à ce niveau-là aussi. Pour aboutir un petit peu sur notre discussion de Moon, je dirais que c'est quand même un film très intéressant à voir. C'est pas je veux dire, des scénarios de clonage, on en a vu plein dans la science-fiction. C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, je trouve que Moon est très intéressant parce que ça nous replonge dans une époque où le cinéma de science-fiction était produit d'une autre façon. Exactement. Et alors c'est là qu'on va pouvoir rentrer justement sur le sujet de la production de ce film et notamment de son budget. Incroyable. Alors, quand on voit des films de SF, on se dit souvent au-delà de 100 millions, 75 millions peut-être, mais là, Moon, seulement 5 millions de dollars. Qui n'est rien. Voilà, pour les gens qui connaissent pas tout à fait bien la taille des budgets, je vais vous donner un exemple. Un blockbuster de l'été dernier, hélas, qui a pas très bien marché, c'est le Lone Ranger, qui a coûté 215 millions de dollars. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est le cinéma le moins cher à la base, c'est le western. C'est pour ça qu'à une époque, il y avait énormément de western au cinéma, c'est parce que ces films coûtent rien. Les décors sont faciles à trouver, c'est facile à produire. Voilà, c'est juste une question en fait de transporter le matériel de A à B. Et là, la science-fiction, le cinéma de science-fiction, c'est quelque chose qui a toujours coûté cher. Et bien sûr, au fur et à mesure des années, les budgets grimpent, bien sûr. Ça, avec le temps, de toute façon, la valeur de l'argent, mais aussi comment les films sont produits. Et l'exigence du public, ça c'est un point important. Parce que c'est vrai que le cinéma de science-fiction a quand même toujours été associé au cinéma de série B. Et c'est vrai qu'on ne compte plus les films qui se sont un petit peu ridiculisés par le côté pauvre de leurs effets spéciaux, leurs décors. C'est très facile de faire un film de science-fiction très cheap qui tient pas la route visuellement. Donc d'ailleurs à l'époque de Star Wars, c'est vrai que c'est ça qui a probablement refroidi plus d'un producteur. C'est qu'en lisant le scénario, ils étaient persuadés que ça allait être un énième film de série B, voire Z. Un peu le même cas qu'on a eu avec Alien, de toute façon, quand Dan O'Bannon a écrit le script, c'était vu comme un huis clos, de grindhouse, en fait, science-fiction, d'horreur. Voilà, ce sont, bien sûr, comme on disait plus tôt, c'est des films qui ont marqué un peu l'évolution. Mais là, voilà, les budgets de SF, souvent, ce qu'on va baser, c'est dans les hyper-productions, C'est des budgets qui sont là, au moins, entre 150 millions et 200 millions. Après, il y a des exceptions, mais ce ne sont pas des méga-productions. Il y a par exemple Dredd de 2012 qui n'a coûté, je crois que c'était estimé entre 50 millions. Après on peut aller un peu plus dans les classiques de la SF. Par exemple le troisième Alien de la saga, Alien Cube, Alien 3, qui n'avait coûté 63 millions, ce qui était beaucoup pour l'époque, en 80, je crois que c'était 91 la production, 90, 91, le film était sorti en 92. Mais voilà, on est en train de parler des chiffres, on voit que largement tout coûte minimum au moins au-delà de 20 millions, et pourtant la Moon est produit à seulement 5 millions de dollars. Et alors moi ce que j'ai vraiment admiré dans le film,
c'est que même si on comprend très vite que c'est une production avec un budget très réduit, tout de suite on y croit. Et c'est ça, On y croit, ouais. vraiment l'aspect primordial dans un film de science-fiction. Pour que ça marche, il faut qu'on y croit dès le début. Alien, c'était ça aussi, même si là, comme on l'a dit, c'est pas les mêmes budgets. Alien, on y croit dès le début, on est tout de suite dedans, on n'a pas envie de s'en moquer. Et c'est ça un film de science-fiction qui marche, c'est que d'emblée, on y croit à cet univers-là. Ça joue beaucoup là-dessus. C'est très important, le décor dans un film de SF, la crédibilité. Alors après, tout dépend de l'approche que l'on cherche à son film. Hein. Mais voilà, c'est clair que ça a un rôle qui n'est pas quelque chose à négliger, en tout cas. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas nécessaire de tomber dans le spectaculaire. Au contraire, ça peut être justement souvent un piège. Là, Moon, clairement, ne va pas chercher du côté du spectaculaire, puisque de toute façon, ce ne serait pas à sa portée. Donc il préfère se concentrer sur l'essentiel et sur toute l'intériorité finalement du personnage et donc de cette histoire, voilà, qui va être, comme tu disais, un huis clos psychologique. Voilà, donc pour conclure sur Moon, voilà, c'est un film qui clairement va droit au but, qui se concentre sur l'essentiel, pas de fioritures. On a décidé de se concentrer vraiment sur un scénario qui va être simple mais efficace, et on va le faire très très bien. Et c'est justement tout ce savoir-faire qui donne la saveur de ce film, qui ne va pas se perdre en sous-intrigues et autres qui pourraient complètement nous faire oublier ce côté très efficace. C'est ça, à mon avis, qui fait pas mal la force de ce film. Ouais, écoute, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Pour finir, je dirais que justement, ce qui est intéressant, le fait que le film n'insiste pas sur le côté action, nous laisse le temps d'avoir cette réflexion, parce qu'on n'est pas distrait par d'incessantes scènes d'action qui pourraient justement un peu polluer finalement cette réflexion-là. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Bah Basile, justement, pour finir, je propose, avant de sauter sur, comme on disait plus tôt, le style cowboy, un peu space opéra de science-fiction, un autre genre, je te propose qu'on s'écoute une partie d'une séquence de Moon. Cette séquence assez désastreuse, horrible, quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi, où je me suis vraiment, j'ai ressenti vraiment ce qu'avait Sam en se rendant compte que c'était un clone, c'est quand il détruit sa maquette. Ah oui, ça c'est terrible cette scène. Voilà, je te propose qu'on s'écoute ça, et puis on se retrouve tout de suite pour parler un peu de la maison Atréide, du baron Harkonnen, des Fremen, et bien sûr que le dormeur s'est éveillé. Avec grand plaisir, à tout de suite. Listen, why don't you relax, okay? Why don't you take a pill, bake a cake, go read the encyclopedia. You're a tough guy now? What, are you gonna stab me? No, I'm a peaceful warrior. I'm a lover. I'm not a fighter. Put the knife down. Hey, I want to look underneath there. Put the knife down. No, I'm not going to Get give you out. the knife. Just get out of the way. Take it easy. Because I go with the knife. Don't ever tell me what to do, okay? Ow! You let go. Let go of the knife. Don't be an asshole. Push me. Push me, mother. Let go. Let go. Fucking tell you, let go of the goddamn knife. Fucking little girl, man. God damn it. No! No! God damn it. What did I tell you? You gonna stop? You gonna stop? Okay. Jesus, fuck. Fuck me. What the fuck? I hardly touched you. Eye, man. Let me see. That's a lot of blood. Get off of me! No.
Notre deuxième film de la soirée est Dune de 1984, réalisé par David Lynch, avec, bon là il faudra m'excuser, je vais pas citer tout le monde du casting, mais enfin, tous les grands acteurs du film, car il y a une belle brochette quand même des années 80, là, de très grands acteurs, mais pour en citer quelques-uns, on a Jürgen Perchnow, Kyle MacLachlan, Francesca Annis, Virginia Madsen, Everett McGill, Brad Dourif, et Patrick Stewart, et bien sûr, Sting. Le budget était estimé à environ 40 millions de dollars. Et c'est avant tout un film qui a une genèse, une histoire qui est quand même... qui est pas très commun dans le milieu d'Hollywood, qui est même assez unique. 40 millions de dollars, ce qui finalement est pas tant que ça. Si on repense aux chiffres qu'on avait donnés tout à l'heure, on a souvent parlé de budget colossal en parlant de Dune, mais finalement pas si colossal que ça. À l'époque, c'est vrai que c'était pas les plus grands budgets des studios qui étaient proposés, mais c'était quand même, je trouve Basile, c'était quand même pas mal à l'époque quand même, 40 millions de dollars. Hein. C'était pas donné à n'importe quel réalisateur. Il fallait que ça soit quelqu'un quand même qui avait déjà du niveau de la présentation, et il fallait surtout un producteur qui était un peu du milieu du film d'épopée, le film un peu fresque d'un personnage. Épique. Donc. Exactement, un film vraiment épique. Alors, comme je disais, il y a une genèse vraiment intéressante, Basile. Je sais pas si tu connais l'histoire de Dune. Alors non, justement, ça va être intéressant parce que moi, je connais pas vraiment cet aspect-là. En fait, pour aller vraiment dans le détail, Dune, c'était avant tout une idée donc pour les aficionados de bande dessinée française, c'était une idée de Alexandro Jodorowsky. Donc, pour ceux qui lisent la BD, c'est le scénariste de l'Incal avec John D. Fool et puis bien sûr la cast des Métabarons. Beaucoup de BD qui ont été publiés par les Humano Associés. Jodorowsky voulait justement créer un film de science-fiction. Pour ceux qui regardent les films de Jodo, comme on dit dans le jargon de la BD, au lieu de dire Jodorowsky, on dit Jodo. Et donc il avait une idée, après pas mal de ces films artistiques produits au Mexique, surtout El Topo, qui était un peu le film underground, surtout à New York, même tout l'Amérique, qui était le film qui était seulement diffusable dans les salles de cinéma après minuit, et qui est pourtant devenu rapidement un film culte. Jodo avait vraiment une façon de réaliser qui sortait de l'ordinaire. Il avait un peu cette touche artistique. C'est quelque chose qu'on retrouve assez commun chez certains réalisateurs qui mélangent un peu la fresque artistique et le film. On regarde pas un film, à l'écriture classique. On va regarder plutôt aussi une œuvre d'art. Donc certaines choses qu'on va avoir ou apercevoir ne vont pas avoir tout de suite de lien scénaristique. Ça va plutôt être une impression, une façon de nous concentrer un peu plus dans le ressenti, le sentiment que le réalisateur est en train de réaliser, en train de produire devant nous. Pour faire plus rapidement, justement, Jodo voulait réaliser un film, il voulait créer le film qui allait vraiment révolutionner le cinéma. Et pour ça, il avait choisi ce qui était le plus massif à l'époque, le plus grandiose en littérature, c'était Dune, que Frank Herbert avait écrit. Et c'était un peu l'épopée de Paul Atreides, qui devient après le messiah d'une planète nommée Arrakis, qui produit une épice qui peut basculer toute l'économie du monde, changer même l'évolution de l'être humain. Une grande histoire de SF, un space opéra, comme on en parlait un peu plus tôt. Et voilà, Jodo s'est dit, c'est parfait, c'est ça qu'il faut que j'adapte au cinéma. Donc voilà, il s'est mis avec une grande équipe, il a réuni quand même les plus grandes têtes de l'époque du cinéma de SF. Donc vraiment, dans l'équipe, il y avait en artistic design, il y avait Moebius. On avait aussi H.R. Giger. Giger qui est connu. Deux poids lourds. Deux grands poids lourds. Je veux dire, Moebius qui est très connu pour ses BD en France, et puis Jean Giraud après pour Blueberry. J'aime bien ça, comment Moebius garde son vrai nom pour un peu tout ce qui est ce qui n'est pas SF, et dès qu'il fait de la SF, là tout de suite, je suis plus Jean Giraud, je suis Moebius. Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment un artiste complet qui a des univers très très différents. C'est complètement justifié qu'il ait des noms de plumes différenciés pour chaque. Et c'était une très bonne idée de toute façon, parce que c'est vrai qu'on lit un Blueberry puis on passe tout de suite à c'était un peu trop tôt à l'époque, mais à l'Incal, c'est pas du tout le même univers ni la même chose. Et donc voilà, il réunit non seulement ces deux artistes-là, mais il réunit aussi une équipe de production incroyable, avec Dan O'Bannon bien sûr, qui est le papa de Alien, qui fut réalisé par Ridley Scott. Et puis aussi un autre artiste qui était un peu le concepteur design technique, donc tout ce qui était vaisseau, bâtiment, qui est Chris Foss.
Alors pour ceux qui ce nom est un peu étranger, Chris Foss, si vous avez grandi dans les années 80 ou même vécu préado dans les années 70, Chris Foss c'est le parrain, le créateur des 3/4 des couvertures de romans de science-fiction. Chris Foss, c'est cet artiste qui crée ses fresques spatiales, ses super-héros armés de ses fusils un peu ressemblant à des choses venant de l'univers de Flash Gordon. En fait, quand il design, il le dit dans un de ses interviews, quand il est en train de créer des vaisseaux spatiaux, il fait en sorte que l'objet est quasiment réalisable. Que tout ce qu'il est en train d'illustrer, le détail, le millimètre près, c'est des choses que si l'objet allait être construit, que tout ça c'était bien possible. Mais voilà, ça devait être un film qui allait vraiment révolutionner le cinéma, car c'était un projet qui était produit, construit par Jodorowsky, et il mettait même au rôle de Paul Atreides son fils. Et c'était une production qui était poussée par le cœur et non par le budget. Aussi à savoir en casting, alors là, c'est là où ça devient dingue, Basile, l'empereur dans la version de Jodorowsky devait être joué par Salvador Dali. Ça alors, ah oui. Et sa fille, qui était donc sa muse à l'époque, Amanda Lear. Aussi au casting, on avait le rôle de Faye Rota, donc là, dans la version de David Lynch, qui est joué par Sting. Et dans la version de Jodo, c'était Mick Jagger. Ah oui, Mick Jagger, c'est vrai que là, c'est vraiment improbable. Alors attends, c'est pas fini. Le baron Harkonnen. Essaye de deviner, parce que pour le baron, il faut que ça soit quand même quelqu'un, vulgairement dit, d'assez gros, parce que c'était un peu la présence du rôle qui était très important. C'était ce côté le côté décadence. C'était Orson Welles. Tout le monde avait signé les contrats. Alors il y a un documentaire là-dessus qui sort, qui est sorti au cinéma. Pour tous ceux qui sont intéressés de voir un peu l'histoire du Dune de Jodorowsky, je vous conseille vivement d'aller voir le docu. Très fabuleux, fantastique. Mais bon voilà, ce soir nous allons pas parler de ce film qui n'est jamais sorti, qui a jamais été réalisé. Mais c'est intéressant quand même de l'évoquer parce que là, c'est l'histoire de ce film. Parce que c'est l'histoire de ce film et puis on sent bien que c'était vraiment un projet colossal. Et c'est vrai que souvent ce genre de projet, ils sont couchés un peu dans la douleur, si on peut dire. Ce qui est très important, alors bon, juste pour dire que ce film en fait n'a jamais été produit parce que on le sait tous très bien, la peur d'Hollywood de financer un film aussi magistral que ça avec un casting aussi énorme, il fallait tout un budget, tout le monde s'est dit ça marchera pas, c'est pas possible, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que Jodorowsky a réuni tous ces artistes ensemble, ce qu'on voit au final, c'est ces artistes ont travaillé ensemble par la suite, parce que qu'est-ce qui suit le projet raté de Dune de Jodorowsky? Il y a Alien. Et Alien, c'est 2 personnes de l'équipe de Jodorowsky. C'est Dan O'Bannon et H.R. Giger. Ah, je connaissais pas cet aspect-là alors. Et voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe? Le film Dune, le produit, la licence, tombe dans l'oubli pendant quelques années. Pas grand-chose, et puis après, voilà, est donné dans les mains de David Lynch, avec bien sûr à la production qui d'autre à l'époque, dans les années 80, réalisait des films d'épopée, nul autre que Dino De Laurentiis. Et disons que hélas le résultat qui était promis avec Moebius, Giger, Dan O'Bannon, tout le monde, c'est pas ça ce qu'on a. Donc pour les gens qui ont, j'imagine, qui ont suivi à l'époque ce Dune de Jodo, qui n'est jamais sorti à l'écran. Ça a dû être une déception assez énorme, en fait. Massive, je dirais même, parce qu'on passe d'un produit qui aurait pu, je te rends compte, vraiment révolutionner le cinéma au point où, imagine, ce n'était pas Star Wars, mais c'était le Dune de Jodorowsky. Quelqu'un du milieu indépendant artistique qui montre à Hollywood que, en plus, on est à l'époque où tout se révolutionne, qui montre à Hollywood que des budgets d'hyperproduction peuvent être accordés à des films qui sortent complètement de l'ordinaire et qui sont, bien sûr pour les comptables d'Hollywood, rentables, mais surtout pour des réalisateurs et des artistes, ça ouvre des portes, ça ouvre de nouvelles possibilités. Sauf qu'il faut pas l'oublier, c'est qu'on est déjà de plein pied dans les années 80 et que entre-temps c'était terminé l'âge d'or du nouvel Hollywood. C'est ça. Et que entre-temps, pour les nommer, parce que quand même ils ont leur responsabilité là-dedans, les fameux fossoyeurs du nouvel Hollywood, à savoir surtout Steven Spielberg et George Lucas, qui ont érigé le blockbuster en... George Lucas, c'est un peu le parrain d'Hollywood, la révolution d'Hollywood des années 70 à 80. Lucas avec Star Wars, a vraiment révolutionné
révolutionner, recréer, en fait, créer un nouveau type de cinéma. Et en même temps, enterrer ce cinéma même qu'il voulait promouvoir avec ces fameux comparses, Coppola et tous les autres. L'American Zoetrope. Voilà. Et donc voilà, donc après cette introduction, pour vous expliquer un peu mieux avec Basile ce qu'on a vu. Hein. Basile, toi, je crois que c'est ta première séance de Dune. Alors non, je l'avais vu à l'époque en fait, mais il y a vraiment longtemps. J'étais adolescent, donc là ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas revu, donc c'était intéressant d'avoir cette redécouverte avec un nouveau regard. Moi, j'ai connu à l'époque, avant de voir le film, je lisais pas mal tout ce qui était Humano associé, et j'ai enfin découvert Dune. Je crois que c'était une version qui passait à l'époque à la télé. Le film, j'avais trouvé ça fantastique en tant que pré-ado. Et puis après, je t'admets que ça fait partie des films que je me mate au moins tous les 3 ans. Et au fur et à mesure, voilà, que je me suis investi dans le cinéma, j'ai appris de plus en plus de l'histoire du Dune de Jodo. Mais j'ai eu l'effet inverse d'une génération, où moi j'ai été livré d'abord, tous les deux on a été livrés sur Dune, et puis on apprend par la suite après que ah non, ça devait être ce film encore plus grandiose. Bon, ce qu'on a, ce n'est pas un film de série B mauvais, hein, c'est un grand film de science-fiction. Ah oui, qui est à part. Il a ses défauts. Le film a ses défauts et on va en parler davantage. Mais ça reste quand même un très bon film. C'est très divertissant, très amusant. L'écriture, bon là, était bien inspirée d'un livre, de toute façon, qui installe une base qui est indémolissable sur le point de vue de la critique, parce que l'histoire de base est très forte. Mais bon, voilà, quand on apprend ça dans l'effet inverse, en effet, on est un peu... Bon, moi, pas déçu, parce que je suis quand même content. Au moins, il y a eu un produit qui a été livré. Au moins, voilà, on a Dune. Et tu vois, maintenant que j'y pense à tout ça, maintenant que je connais un peu plus toute cette histoire de Dune, maintenant, tu vois, Basile, je trouve en fait qu'on est dans... Quand je regarde Dune, là, je l'ai revu récemment pour le podcast... voilà, je vois en fait une adaptation cinématographique qui peut pas tout contenir du roman, bien sûr, hein, ça c'est normal. La trame principale de Muad'Dib reste très fidèle au livre, et j'ai l'impression en fait de voir un film qui ressemble à la qualité de production, je dis bien du film Flash Gordon, non la série, mais avec un appui beaucoup plus fort sur la tragédie grecque et la touche de David Lynch. Dune n'a pas du tout de côté pop qu'il aurait pu avoir. Il y a quelque chose de... C'est un peu difficile à définir, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez prestigieux quelque part. Il y a une fresque des années 80 sur la science-fiction. Et c'est ce que je vois. Je vois quelque chose de très spécifique à mi-des années 80. C'est quand même un film qui me plaît beaucoup. J'aime vraiment de le regarder, et j'ai pas mal de gens qui critiquent devant moi, genre attends, c'est kitsch quand même, c'est naze. Je veux dire, écoute, moi je trouve que c'est super. J'aime beaucoup la performance de Kyle MacLachlan qui joue donc Muad'Dib. C'est super divertissant. C'est genre de film quand on parle à l'écriture du scénario qui marche parfaitement. Moi je trouve avant tout que Dune c'est vraiment pas un film ordinaire en fait, c'est ça que j'aimerais souligner. Quelle que soit la vie qu'on ait par rapport à Dune, ça peut pas être fade, parce qu'il y a quelque chose de très riche en fait dans Dune. Et là, je parle même pas du scénario, mais vraiment dans le traitement du film lui-même. Et puis là, clairement, là, c'est parce qu'il y avait un réalisateur derrière avec une véritable personnalité. Et je pense qu'on ne peut pas être simplement indifférent avec Dune. Je pense que la première fois que je l'avais vu, par exemple, justement, j'avais senti quelque chose d'un peu étrange, comme si je savais pas trop quoi penser de ce film, parce que peut-être que justement je m'attendais à voir du space opéra à la Star Wars qui allait être purement divertissant, et puis là je me suis trouvé dans autre chose, quelque chose qui allait un peu au-delà de ça, et ça c'est ce que j'aime beaucoup justement dans Dune, c'est ce côté un peu à part. J'aime bien ce que tu dis là, ce côté Star Wars. C'est vrai qu'on est dans tout le contraire de Moon, au lieu du psychodramatique. Là on est dans le space opera, le western, un peu comme on disait, du science-fiction. Mais on a ce côté que David Lynch ajoute dans le film, qui le rend, je dirais même unique dans les films de science-fiction. Tout à fait. Unique, comme ça le décrit, c'est pas l'un des meilleurs ou quelque chose de fabuleux qui a son propre podium, mais c'est sûr qu'il a sa propre place dans les productions et réalisations de ces 30 dernières années dans le cinéma. Alors Basile, parlons un petit peu du type d'écriture, un peu le scénario. Toute cette ribambelle de personnages, surtout secondaires, parce que, oh la vache, il y en a un paquet. On nous présente énormément de personnages, mais pourtant le film fait bien attention à ne pas nous pousser trop vite dans le scénario. On a bien le temps de, digérer tout ce qui se passe devant nous.
Exactement. Et je pense que c'est ça qui m'a frappé le plus quand j'ai revu Dune. C'est le brio avec lequel Lynch arrive à nous faire ingurgiter cette somme incroyable d'informations sans que ce soit indigeste, alors qu'il y avait vraiment tellement de chances pour que ça le soit. Et bon, moi j'ai pas lu le bouquin, toi oui, et tu es bien placé pour savoir à quel point l'histoire en elle-même est déjà très dense, très riche. Ouais. Et c'était dur d'imaginer comment arriver en fait à retranscrire ne serait-ce qu'une partie de toutes ces informations et à les faire passer de manière agréable. Et je crois vraiment, comme je l'ai dit, que c'est ça qui m'a le plus impressionné quand j'ai revu le film, c'est que ce fameux recours à la voix off, qui n'est pas vraiment, ça aurait pu être un narrateur, personne extérieure, qui raconte l'histoire, mais non, Lynch a choisi de faire appel vraiment à la voix intérieure des personnages. Et encore une fois, ça c'était très casse-gueule à mon avis, parce que ça aurait pu être complètement ridicule, mais ça marche. Et ça m'a vraiment époustouflé. C'est que vraiment, on est complètement plongé justement dans la psyché des personnages parce que on est avec eux, on ressent leurs émotions et finalement, ce n'est même pas antinaturel, alors que ça pourrait l'être, d'avoir vraiment tout le temps ces voix off qui nous expliquent un petit peu mieux comment marche cet univers, qui est le fils de telle famille, etc. Ça m'a époustouflé. C'est quelque chose qui rend ce film unique. Je sais que ça m'avait surpris à l'époque. Et les gens avec qui je le regardais, qui ne connaissaient pas le film, ça les surprenait aussi. Parce que c'est quelque chose de tellement rare dans le cinéma. Et dans les dessins animés ou autres, c'est sûr que là, c'est un peu moins... Enfin, c'est un peu plus commun. Mais là, en tout cas, dans un film cinématographique, c'est très très rare. Et comme tu le dis, ça marche parfaitement. Et c'est un moyen très efficace. Très astucieux. Ouais, de vraiment développer davantage l'arc psychologique des personnages, ce qu'ils ressentent. Car là, nous, bien sûr, dans le film, on s'identifie à Paul Atreides, notre héros, et ça nous aide à encore plus s'identifier à lui. Dans le scénario Basile, moi je trouve qu'on a une très belle élaboration des personnages. Les héros évoluent devant nous, même que Paul devient quasiment un demi-dieu à la fin du film. On sait très bien qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et là, justement, les antagonistes sont reconnaissables très facilement comme je dis bien vulgairement, les méchants du film. Hein. Encore que, je reviens sur ce point, c'est que au premier abord, on pourrait croire que justement il y a une différenciation très claire, comme tu dis, entre les bons et les vilains. Sauf que les bons ne sont pas forcément si bons en fait. Quand il est question de prendre le contrôle d'une planète, pourquoi est-ce que les Atreides finalement auraient plus de légitimité que d'autres? Quand tu le regardes en fait, pas quand t'es ado, mais un peu plus tard, et que tu as le temps justement d'un peu plus aiguiser ta réflexion par rapport à ce genre de choses, je trouve que le film montre ça de manière assez subtile. Au premier abord, oui, ça peut paraître assez binaire, mais en fait ça l'est pas. Si tu trouves que tuer des jeunes hommes dans des salles juste pour le plaisir de voir la mort devant soi. je dis pas que les Harkonnen sont... c'est sûr, il y a aucun doute, c'est les méchants. Par contraste, c'est clair que les Atreides paraissent plutôt sympathiques à côté des Harkonnen, ça il y a pas de doute. Mais en fait, quand les Harkonnen sont pas là, les Atreides sont pas forcément si sympathiques que ça. C'est quand même des colonisateurs. Ils ont pas plus de légitimité que les autres. C'est vrai que la mise en jeu justement de ces deux familles, hein, la planète Arrakis, Dune, l'épice, comme on dit dans le film, let the spice flow. Ce qui est quand même un point très important, et la mise en jeu de ces deux familles qui les rend vraiment intéressantes à suivre. Tout à fait. Et puis là, c'est vrai qu'on se rend compte vraiment dès le début du film, ne serait-ce que par le choix des plans, de la musique, même la couleur des planètes. Je veux dire, les Atreides, ce sont une planète où il fait pleuvoir, il fait gris. On a ce côté très militaire. Tout le monde a des dégaines et ses habits. On dirait vraiment des militaires, tu sais, des colonies anglaises en Inde. Ça me fait penser à ça. Et c'est clairement ça. L'inspiration, c'était clairement ça. C'est l'Empire britannique, aux heures de gloire de la reine Victoria. C'est vraiment ça qu'on ressent, avec une sorte de code de l'honneur, la bonne tenue. C'est vraiment tout à fait ça. On se croirait au 19e siècle. Sans manquer de respect à tous les grands fans de Dune,
après avoir lu les 2 principales histoires de Dune de Frank Herbert, il manque énormément de choses. Mais là, on parle de 800-900 pages, ce qui est normal. Mais je trouve que l'essentiel est gardé et marche et est quand même bien efficace. Et les personnages, c'est difficile, on peut pas mettre tout le monde, mais les personnages principaux quand même autour de Muad'Dib sont présents. Alors là, je crois qu'on va parler des choses un peu intéressantes, fantastiques de ce film. C'est la guide spatiale, Basile, qui est très intrigante dans ce film. Et là, au scénario, on nous montre bien que c'est la guilde avec ce Krang. Je faisais une plaisanterie à propos de l'aspect du représentant de la guilde. C'est vrai qu'il est très impressionnant. En plus, il arrive au début du film. Moi, quand je l'ai revu, ça m'a vraiment frappé. Là, c'est cette sorte de cerveau hypertrophié dans un gros bocal. C'est fort quand même. Tu te souviens de Eraserhead de David Lynch? Oui, bien sûr. Et tu te souviens leur môme là? Ouais, une sorte de fœtus, ouais. Ça me fait penser à ça, moi. C'est un peu ça, ouais. Sauf que là, c'est la version échelle 10/1. Et ah non, mais complètement dingue. Et là, on sent vraiment le David Lynch. Mais voilà, pour finir un peu les points de vue, les points forts du scénario, hein, on voit bien que tout est mis en scène pour le prophète de la planète Arrakis, Muad'Dib, le ton très prononcé à l'écriture sur ce grand combat de fin, hein, qui est mis en place pendant tout le film entre Paul et Faye. Oui, et puis surtout, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que dès le début, on sait tout de suite qu'il va s'agir vraiment. Tu as employé le mot fresque, donc c'est ça la fresque épique. Moi j'irais jusqu'à dire on est presque dans le domaine du mythe. On sait que va nous être contée une légende qui va être contée encore pendant des millénaires. C'est vraiment ça, hein, c'est un grand classique, hein, le parcours initiatique du jeune homme, voilà, qui passe à l'âge adulte. Il y a tout pour faire vraiment de cette histoire. C'est ça, une très proche des héros des contes et légendes mythologiques grecques. Hein. Exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. Même qu'on peut dire qu'à l'écriture, à faire sourire Joseph Campbell pour l'évolution de Paul Atreides. Mais en même temps, c'est vraiment un excellent exemple d'un mythe qui est vieux comme le monde, mais qui, lorsqu'il est bien raconté, marche du tonnerre. Ah, complètement, ouais. Et tu vois, là, il y a un truc en plus qu'on a dans cette histoire que je trouve vraiment très intéressant, bon, qui est très important dans le livre, mais qui a été fortement appuyé dans le film. C'est un trait à l'écriture sur l'importance de Dame Jessica, la mère de Paul. Ce personnage, en fait, qui renforce le lien affectif familial des gentils, hein, des protagonistes. Et je trouve que c'est développé d'une façon où c'est un trait vachement important dans le scénario, parce que Muad'Dib, c'est une genèse de héros. C'est les Messiahs qui laissent même un héritage à la fin du film qui est encore plus puissant de ce qu'il était. Ben oui, c'est ça. Le lien, le trait de la famille dans le film est très très important pour les Atreides. C'est un peu cette trame qui développe, qui crée ce lien de force du héros. On n'est pas dans Krul ou autre film où c'est un objet, mais ça va être plus la force familiale qui va rendre le personnage de plus en plus balèze. Ouais, et sauf que évidemment, il est obligé de plus ou moins devenir orphelin pour s'émanciper et devenir adulte, parce que même s'il ne perd pas sa mère, quelque part c'est un petit peu comme si elle le sacrifiait, puisqu'elle lui fait passer le test. À ce moment-là, c'est comme si elle sacrifiait son fils. Et donc voilà, le héros, comme tu disais, a des liens familiaux très forts, ce qui est normal justement dans une famille impériale, mais il doit justement s'affranchir de ces liens pour s'accomplir en tant qu'homme. Alors Basile, je te propose qu'on parle un petit peu de David Lynch. Oui, alors comme tu l'as dit à plusieurs reprises avant qu'on commence le podcast, ouais. Tu disais que très souvent en fait on a peine à croire que c'est David Lynch qui a fait le film et qu'on ne sent pas tant que ça son empreinte. Il y a des séquences où c'est très fort, on sait que c'est lui, mais d'autres, j'ai l'impression que sur le plateau c'était « Il est où David ? Je sais pas, il est parti en pause. » Bon, ok. Je pense qu'il y a eu un énorme conflit entre la production et l'équipe de réalisation. Et je pense que ça on le sent tout de suite parce que ce film laisse une genèse bordélique.
Pour dire rapidement, il y a je ne sais pas combien de versions de ce film. Si vous voulez plus de détails, je vous propose d'aller sur IMDb, parce qu'il y a une version laserdisc japonaise, il y a une version DVD coréenne, il y a 3-4 versions DVD VHS américaines, US, mais voilà, il y a tellement de petites versions, et bien sûr dans chaque version c'est des petits changements, hein. C'est pas grand chose, sauf 3 versions du film qui existent. Les 3 versions les plus connues, donc on a la version cinématographique, hein, qui est sortie à l'écran à l'époque, et encore là c'est le bordel, parce que le film a été hautement censuré en Angleterre. Je crois que c'est débile, mais je crois qu'il y a 32 secondes qui sautent en Allemagne ou en France. Voilà, c'est un peu le bazar, quoi. Personne se décide pour diffuser le film au cinéma. Mais bon, celle qui est connue en DVD, la version de base cinématographique qui dure 2h17. Après, on a la version Extended Cut, donc c'est même pas le cut du monteur, le editor's cut, ni le cut du réalisateur, parce que là je pense que David Leitch ne veut plus rien avoir avec ce film. La preuve, Basile, c'est que quand on regarde n'importe où, là on peut se procurer des films, quand on voit des paquets, des lots, c'est l'effigie à l'image de David Lynch, Dune ne fait jamais partie de cette collection. Alors j'imagine qu'il y a des contraintes à cause des distributeurs, mais souvent Dune ne fait jamais partie de son lot de films. Tu me disais que c'est un peu un film qu'il avait quelque part un peu renié. Alors justement, voilà, c'est ça ce qui est intéressant, c'est la version cinématographique 2h17, la version Extended Cut, attention, 2h57, et là, Basile, il y a une version en Amérique, version spéciale pour la télévision, que là, David Lynch ne voulait vraiment plus rien avoir avec ce film, qu'il utilisa bien sûr l'anonyme le plus connu à Hollywood de tous ces films que personne ne veut, Alan Smithee, qui dure 3h10. Ah ouais, dis donc, oui, alors c'est vrai qu'on s'y attendrait pas forcément, parce que les versions télé ont tendance à être plus courtes au contraire, donc là j'avoue que moi aussi je suis assez surpris. C'est quand même un sacré bordel, quoi. Et ça reste pour moi quand même une histoire bien bizarre entre la réalisation et la production, ce conflit qui est eu, quoi. Le documentaire qui est sorti récemment, hein, sur le Dune de Jodorowsky, Jodo, dès qu'il apprend que le film sort en salle, il fonce, hein. Il veut voir ce qui est devenu son bébé, et il disait qu'il en était mort de rire tellement que c'était mauvais. À ce point. Et il dit bien que, et ça c'est important, tu le vois, il dit bien, il en est sûr et certain que ce n'est pas la faute de David Lynch, parce que on le sait tous très bien, c'est un réalisateur très compétent, qui ne produit jamais de la merde, hein. Et là, justement, tu sens qu'il y a le conflit de production, c'est les productions qui ont fait ce film. Ce n'est pas un film de David Lynch. C'est peut-être réalisé par lui, mais c'est pas un film de lui, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas son âme ni sa façon de traiter l'image, sauf à certaines séquences. On peut dire que ça fait un peu du 50-50, quoi. Alors tu vois, je trouve qu'une séquence qui fait très David Lynch à la réal, c'est l'introduction du baron Harkonnen, qui se fait injecter des pustules au visage, qui monte vers le ciel pour montrer sa gloire, sa puissance, et qui finit par tuer l'un de ses c'est un mignon. Ouais, tuer l'un de ses mignons, c'est ça, ouais. Mais tu vois, toute cette façon dont ça a été fait, alors attention, cette séquence a été énormément censurée dans pas mal de versions. Et ce qui peut être très étonnant, parce que justement, elle est particulièrement dérangeante, et quand on la voit, elle est vraiment dégueulasse. Alors c'est vraiment pas la première fois pourtant qu'on voit une scène de ce genre, justement, où un des personnages maléfiques du film se défoule sur un innocent, mais là elle est vraiment particulière. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est comment David Lynch nous met ça en scène. Le jeune homme qui a l'air et qui joue l'innocence, hein, on peut dire un peu le puceau, hein, pose des fleurs sur une table, et le baron Harkonnen le trouve beau et innocent, tu vois, pur, et justement décide de le tuer. Et comment il le tue ? En fait, il y a un peu cette prise qu'on sort du cœur, tu vois, un peu comme une prise déviée. On enlève, et puis il y a, bon là, au lieu que l'eau rentre, là c'est plus le sang qui sort, et ça le tue. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi rapidement fait de tuer. Oui, c'est ça. Le geste est très rapide, en fait, tu sens qu'il y a une fragilité, il y a un choix entre la vie et la mort que le baron Harkonnen a, et qui peut déployer à son gré. Exactement, c'est ça, c'est que en fait, littéralement, la vie ne tient qu'à un fil. Et c'est ça que fait l'empereur, c'est qu'il s'amuse justement de ce pouvoir
ce droit de vie et de mort qu'il a sur tous ces sujets. Mais Lynch nous le réalise vachement bien, ça. Parce qu'il y a tout ce rire sadique, cette façon, comment il touche le garçon, comment il est en train de mourir. On sent qu'on est dans son univers. On reconnaît un peu sa façon de traiter ses antagonistes. Cette façon de le faire, tu vois, de montrer en fait la folie et non la méchanceté. C'est plus de la folie. C'est ça, et c'est sale et dérangeant. Je trouve qu'on a cette même folie de David Lynch qui reproduit dans Blue Velvet quand Kyle MacLachlan monte dans cette voiture et qu'on voit à l'arrière Dennis Hopper en train de respirer ce masque à oxygène et qui nous montre plus en fait de la folie que de la méchanceté. Il y a d'autres séquences aussi où je trouve que il y a ce côté très lynchique, si je peux me permettre. Cette séquence où Paul Atreides, avec la révérende mère Bene Gesserit, doit mettre sa main dans une boîte. Donc c'est un peu le test d'épreuve du héros. C'est ça. De test de volonté. Et là où je trouve que encore une fois, je reconnais un petit peu la façon dont Lynch traite le sujet. Et là, on appuie vachement la voix intérieure, hein, la voix off. C'est très psychologique. Et c'est très personnel ce qu'il est en train de vivre. Car la personne qui lui fait passer le test lui colle le gomme Jabbar, donc ce fameux poison de l'univers Dune, à la gorge et qui lui donne nul autre choix que de souffrir. Et voilà, là aussi, je trouve que c'est très Lynch. Mais après, il y a d'autres séquences où je n'ai pas l'impression de voir un film de David Lynch. Souvent, c'est les scènes d'action. Quand le duc Leto, tu sais, dans les vaisseaux, libellules, qui doivent sauver en fait les camions de récolte d'épices. Et ils atterrissent vite fait sur Arrakis pour évacuer les personnels du récolteur. Et d'autres séquences aussi où quand Paul et Dame Jessica atterrissent en catastrophe pour se cacher dans la roche, quand il y a de la foudre et ils utilisent je sais pas comment on dit, ces outils en fait qui permettent de vibrer la terre pour attirer le verre dans une autre direction. Ah oui, les thumpers. Et les thumpers, ouais. Mais là, je sens pas David Lynch. Je sais pas, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, au contraire, je suis pas d'accord avec toi, hein. Précisément sur cette histoire de thumper, parce que là, pour moi, c'est plutôt lynchien dans la mesure où on sait que Lynch est quelqu'un qui est très intéressé par le son en général. Il a d'ailleurs fait pas mal d'expérimentations sonores ces dernières années. Il est connu pour ça. Donc. Ouais, c'est comme la génération de Tobe Hooper, hein, la musique expérimentale. Exactement, c'est ça. Et justement, il y a un petit peu de ça pour moi dans cette scène. C'est que ce son étrange justement produit par ce petit instrument, il est pas banal. Et je pense que dans un autre film, ça aurait été un autre objet et ça aurait été un autre son. Là, je me rappelle encore, j'étais marqué par ce moment-là. Je me rappelle très bien cette pulsation étrange avec cette scène quand même qui est vraiment incroyable. Excellente, ouais. Ces vers géants, enfin c'est fou quoi. Donc là, à mon sens, si. Pour moi, ça c'est plus Lynch qu'un autre. Alors, je t'admets que c'est vrai que là, tu me fais revenir là un peu ce que je disais. Le son, ouais, c'est vrai que ça a ce côté lynchique. Mais tu vois, beaucoup de séquences, non, je suis un peu largué, quoi. Je me dis, je sens pas autant sa force directrice qu'il nous montre dans ses autres réalisations. Oui, c'est un petit peu comme Tim Burton et le premier Batman quelque part. On sent bien qu'il y a son empreinte sur certains points. Mais en même temps, on voit aussi que c'était une grosse machine à l'époque et qu'il a été très clairement gêné aux entournures par les studios. Mais tu vois, que ça reste un produit qui n'est pas forcément reconnaissable au premier coup d'œil. Bien dit. Tu vois, c'est ça que je pense qui s'est passé, j'en suis sûr, dans Dune. Ça permet de le voir sous un autre jour à la réalisation. Sauf que ça fait quand même un film qui est tout à fait digne d'intérêt, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pourtant, tu sais, il y a pas mal de gens qui seront prêts à nous débattre là-dessus, hein, parce que moi, je connais pas mal de mecs avec qui je parle. Des fois, Dune, j'ai l'impression que c'est le rejeté du cinéma de science-fiction, quoi. Et je comprends pas, je me dis, c'est pas si mauvais que ça, quand même. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas une bouse, c'est pas une merde, c'est pas un film de série B. Très loin de là. Ah ouais, très très loin de là, quand même. Je te propose d'écouter la séquence où Paul Atreides confronte enfin Faye. Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring back at you. You mustn't speak! I remember your Gom Jabbar. Now you'll remember mine. I can kill with a word. And his word shall carry death eternal.
To those who stand against the righteous. The righteous! There is a Harkonnen among you. Give the Harkonnen a blade, and let him stand forth. If Fade wishes, he can meet you with my blade in his hand. I wish it. This is a Harkonnen animal. Let me, please, my lord. The Emperor's blade. Why prolong the inevitable? I will kill you! I will kill him! Pause! I will kill him! Who is the little one? A pet, perhaps? Will she deserve my special attentions? Poison. You see your death. My blade will finish you. I will bend like a reed in the wind. Alors, les effets spéciaux. Ah, alors là, c'est un gros point. On en a parlé un petit peu au début. Je vais catégoriser le truc. Parce que là, il y a du bon et du mauvais. Donc, on est en 84. Les effets spéciaux, maquettes, fond bleu, tout ça, bon, les maquettes, c'est pas nouveau, mais le fond bleu commence à innover dans le cinéma. Mais voilà, pour catégoriser, commençons par le costuming, donc de Bob Ringwood. Les costumes sont vraiment très intéressants, énormément de détails. Je trouve que c'est vraiment une réussite intéressante. Bah, en fait, j'irais même plus loin et je mettrais dans le même sac on va dire, la direction artistique, même si quelque part, les effets spéciaux aussi sont censés faire partie de la direction artistique. Mais bon, on va s'en tenir surtout aux costumes et au décor. Et c'est ça que je trouve vraiment très réussi parce que c'est à la fois c'est cohérent et en même temps il y a une recherche vraiment intéressante qui est originale et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que on sent qu'il y a vraiment un paquet d'influences très très diverses. Je sais pas si tu as vu ça, alors donc encore une fois aussi bien au niveau des costumes que des décors. Ça peut être aussi bien une influence de ce qui est art extrême oriental, et puis en même temps voilà il y a ce qu'on disait, tout ce côté très victorien. C'est vraiment très très particulier là, ce patchwork d'influences culturelles, et on n'est pas du tout dans le côté très cliché de la science-fiction, tu sais, des espaces très aseptisés, ou même les fameuses diodes très chères aux années 70 et 80, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment comme une sorte de grand melting pot culturel. On sent que là, c'est vraiment des artistes à part entière qui ont voulu faire ce mélange. Un effort vraiment intéressant. Hein. On sent qu'il y a eu tout un développement de multiculture là-dessus, hein, sur ce costuming. Alors moi, juste un truc, j'ai vu aussi donc c'est une version adaptée de Dune pour la télé, qui dure 5 heures, 4 heures, je crois, qui s'appelle Dune 2000. Et dans Dune 2000, bien sûr, en 5 heures, on peut faire des choses beaucoup plus fidèles au livre. Bien sûr, les personnages sont traités un peu différemment au point de vue costuming.
Les Atreides, pas trop. Ça reste des tenues assez militaires, bon, qui ont moins ce côté, comme on parlait, hein, c'est de l'armée britannique en Inde. Mais c'est les Harkonnen qui changent. Et là, j'étais vraiment impressionné par ce qu'on nous proposait. Donc là, David Lynch nous propose des vêtements de guerre, de guerriers en fait, de gladiators pour les Harkonnen. On sent Faye Rauta et le baron Harkonnen vraiment dans ces sortes de pseudo-armures, de gilets pare-balles. Et là, dans la version de Dune 2000, je trouvais que c'était très intéressant. Les Harkonnen étaient représentés un peu comme une culture raffinée. Ils sont en soie et en couleur, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu comme à l'époque de la Renaissance italienne. Ah oui, alors que dans le Dune de David Lynch, c'est vraiment complètement l'inverse. Complètement le contraire. Ah oui, présentés vraiment comme des barbares. Hein. C'est vraiment le mot qui Et c'est ça qui est assez intéressant dans Dune 2000. Tout est un peu, je dirais pas rococo, mais complètement absurde, quoi. Faye est à moitié à poil dans des soies rouges feu, et à l'arrière de son col, de sa tunique, se trouve un sorte de triangle en soie avec des broches métalliques qui le tiennent au-dessus de sa tête. Tu vois, comme si à chaque fois que tu le regardais, il était dans une fresque. Et c'est vraiment intéressant. Et en même temps, je trouve que ça marche aussi bien que la prod avec David Lynch ont fait. Donc voilà, comme tu disais, ce côté barbare, tu vois, moi je trouve qu'ils ont vraiment ces armures de gladiators. Ils sont prêts pour le combat en fait. Même quand on voit Faye Rauta dans son slip, là on voit Sting en slip. Même le slip, tu vois, il a ce design un peu gladiator. Oui, elle est pas excellente cette séquence. C'est clair. Oh putain, là tu vois, là ça fait vraiment années 80, mec. Complètement. Mais voilà, donc juste pour dire, dans Dune 2000, je trouvais que ça marchait bien, et ça montrait en fait que les Harkonnen étaient non seulement des barbares, des horreurs, tu vois, de la galaxie des terreurs, avec une puissance, mais ils avaient un peu, tu vois, ce côté raffiné. Mais raffiné too much, tu vois, beaucoup trop en fait. Des couleurs agressives, mais partout. Tu vois, de la soie partout sur eux. Et voilà, je voulais parler un petit peu de ça parce que je trouvais que c'était, voilà, comme on le disait, tout le contraire. Et c'était aussi une version très intéressante. Parlons un petit peu des fonds bleus. Moi, je trouve que ça passe 50-50. Hein. Ouf, ça fait grincer les dents des fois. C'est ça. Et c'est exactement ça. Hein. C'est que en plus, il y a une difficulté à maîtriser les acteurs, puis qui sont après superposés sur la vidéo. Et il y a une difficulté à l'étalonnage qui était ratée. Et attention, hein, je veux dire, on est en 84, c'est quand même une époque où ces effets-là sont quand même bien avancés. Il y a énormément de possibilités. Je veux dire, quand on regarde la trilogie originale de Star Trek, donc Star Trek 2, 3 et 4, il y a énormément de fonds bleus utilisés sur les maquettes et sur des acteurs à un certain moment, et là ils sont pourtant, l'étalonnage est parfait entre les deux, ça se mélange parfaitement, mais là le contraste des acteurs posés après sur ces séquences vidéo du Sahara ou je ne sais où ils tournent, ça fait grincer des dents des fois quand même, merde. Ça marche pas, là j'ai employé le mot vraiment précis pour désigner ça, c'est leur intégration qui n'est pas réussie en fait. Le compositing est raté, hein. Et c'est vrai que c'est dommage parce que parfois en fait ça nous fait un petit peu sortir de l'état dans lequel on est quand on est en train d'admirer un décor somptueux tout d'un coup. Exactement, ouais. On est perturbé dans la vision du film parce qu'on sent que ça marche pas, il y a vraiment des trucages qui ne marchent pas. Bah tu vois, toute cette séquence où les Fremen attaquent pour reprendre le palais des Atreides à la fin, quand ils sont tous sur les verres, ils utilisent les strange ways, cette fameuse façon d'utiliser la voix pour produire des armes. Là ça sent quoi, et c'est dur parce que c'est le climax du film et cet effet là abîme le climax, je trouve. Ouais. C'est bien triste, mais pour rebondir, Basile, parce que ce film quand même nous propose quelque chose de fantastique, ce sont les matte paintings, et là quand même grandiose, et pareil à l'époque c'est quand même une maîtrise, hein. Surtout des studios de la Fox, comme ceux de Alien et Star Wars, qui sont magnifiques. Après, plus tard, Blade Runner, hein, des matte paintings époustouflants. Exactement, époustouflants. En fait, j'arrivais pas à trouver de mots tellement que ça me faisait rêver, tu vois, d'en parler. J'étais complètement perdu dans le matte painting. Bah c'est ça. Et puis alors, moi je me rappelle, c'est un petit souvenir là, que je te livre comme ça à brûle pour point. Je me rappelle que j'avais vu à l'époque dans un magazine, quelque chose comme ça, une illustration par rapport à Dune, où on voyait un des fameux vers géants. Je me rappelle que cette illustration, elle m'avait fait carrément rêver, elle m'avait fait voyager,
Je me rappelle, voilà, c'est cette énorme lombric là qui sort du sable avec les foudres autour de lui. Quand j'ai vu les scènes du film où apparaissent justement ces fameux vers géants, j'étais transporté de la même façon. Voilà. Parce qu'il y a toute une mise en ambiance quand les vers apparaissent, tu sais, il y a cette foudre, il y a l'épice qui se mélange dans l'air. C'est ça, on sent que c'est vraiment des créatures surnaturelles et on sent vraiment que... Et elles apportent quelque chose de fantastique et de puissant parce que ce ne sont pas des monstres, ce n'est pas le monster, hein, comme on disait dans la SF qui apparaît. Pas du tout. Il y a quelque chose de presque divin en fait avec ces créatures. C'est un peu comme on voit, tu sais, dans certains films, ce sont un peu les chevaux sauvages et une fois maîtrisés deviennent des armes de guerre incroyables qui permettent aux héros de maîtriser la bataille. Alors Basile, justement pour finir cette soirée sur Moon et Dune, petite critique rapide, ton point de vue sur Dune, qu'est-ce que t'en dis toi ? Eh bien écoute, de manière générale, moi j'ai vraiment pris un réel plaisir à revoir Dune et je dirais que c'est vraiment quand même un film important parce qu'il est très singulier et je pense que c'est ça avant tout qui est important avec Dune, c'est que quel que soit l'avis qu'on puisse avoir, qu'on ait lu les bouquins ou non, c'est sûr que Dune c'est une sorte de film étrange, comme tu sais un petit peu comme ces films qui sont inachevés et qui ont qui laissent un petit peu un goût étrange dans la bouche après l'avoir goûté. Et là c'est parfaitement le cas là. Ouais, c'est parfaitement le cas vu ce que Dune devait être et ce qu'il en est devenu. Ouais. Exactement, mais justement c'est aussi ça qui fait que Dune est unique et je pense que c'est vraiment un film qu'il faut voir. Écoute, moi je trouve que c'est un film, j'allais dire très divertissant, mais je dirais même extrêmement divertissant, bien ficelé, mais voilà, pourtant qui n'arrive pas à livrer l'histoire du roman de lequel il en est tiré, avec autant de gloire et de force. Mais cela reste quand même une séance de science-fiction des années 80, bien visible au ressenti en tout cas, mais qui permet de vivre ailleurs pendant quelques minutes. C'est un voyage fantastique, comment dire, tu sais, des burgers, c'est pas des cheeseburgers, du popcorn, non. Justement, c'est pas à mon sens, c'est pas du pur divertissement. Exactement, c'est ce genre de film qui nous prend pas pour des cons, qui nous donne du divertissement, mais qui nous donne aussi une histoire assez profonde. Et le film maîtrise parfaitement, je trouve, cette tâche pour le colosse qui est le roman. Je trouve que le film réussit plutôt bien à le montrer visuellement. Donc voilà, écoute, moi pour noter ce film bêtement, je lui donnerais 4 verres des sables sur 5. Toi Basile ? Bah écoute, je pense que je lui mettrais à peu près la même note en fait. 4 verres de sable, ouais. Ouais, mention épice. Mention Bah écoute Basile, ce fut quand même un podcast assez fantastique, hein, pour nous un peu une épopée space opéra. C'est ça, il y avait beaucoup de choses à dire justement, comme le roman de Herbert. Voilà, nous aussi on a dû condenser beaucoup de choses qu'on avait à dire. C'est difficile hein, de parler de Dune en moins de 30 minutes. Hein. Bah écoute Basile, après la science-fiction, je te propose pour notre prochain numéro qu'on passe... et si on passait à l'heroic fantasy ? C'est ça, on va passer dans un univers assez différent. Et bien sur ce, cher public, on vous dit à très bientôt. Et le mot de la fin peut-être ? Father, the sleeper has awakened.